Le trousseau de clés glisse entre mes doigts tremblants. 16h30, je rentre plus tôt que prévu de la clinique où je travaille comme assistante administrative. Une migraine terrible m'a forcée à quitter le bureau, mais maintenant je bénis cette douleur qui m'a ramenée à la maison. Des voix étouffées filtrent du salon. Mes parents parlent avec ma sœur Émilie, mais quelque chose dans leur ton me fait m'arrêter net dans l'entrée. Je retire mes chaussures sans bruit, mon cœur battant déjà plus fort. On ne peut plus la garder ici, dit mon père Pierre d'une voix que je ne lui connais pas. Froide, déterminée. Elle pose trop de questions sur son enfance, sur les photos manquantes. Ma mère sanglote doucement. Hier encore, elle a demandé pourquoi elle ne me ressemble pas, pourquoi elle n'a aucun trait de famille. Et cette idée stupide de faire un test ADN pour ses recherches généalogiques, le sang se glace dans mes veines. Il parle de moi. Ma propre famille discute de moi comme d'un problème à résoudre. Si elle fait ce test, Pierre, la voix de ma mère se brise. Si elle découvre la vérité sur sa naissance, elle nous détruira tous. Ta réputation de médecin, ma carrière d'infirmière en chef, tout s'effondrera. Émilie, ma sœur de 30 ans, celle qui a toujours été la fierté de la famille, murmure quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Mes jambes tremblent. Je m'appuie contre le mur, essayant de respirer silencieusement. La réunion est prévue demain soir, reprend mon père. On lui dira qu'elle doit partir, qu'il est temps qu'elle prenne son indépendance. À 28 ans, c'est normal de voler de ses propres ailes. On trouvera une excuse logique. Et si elle refuse, demande Émilie. Elle n'aura pas le choix. Le silence qui suit est plus terrifiant que leurs mots. J'entends ma mère qui continue de pleurer, des sanglots étouffés qui me déchirent le cœur. Cette femme que j'ai toujours adorée, qui m'a bercée, consolée, encouragée, elle pleure à l'idée de me garder près d'elle. Mes yeux se remplissent de larmes. Quelle vérité sur ma naissance peut être si terrible qu'elle justifie de me chasser de la maison familiale? Qu'ai-je fait de si grave en voulant simplement comprendre d'où je viens? Je recule vers la porte d'entrée, mes mains cherchant aveuglément la poignée. Il faut que je sorte d'ici avant qu'il me découvre. Mes pensées tourbillonnent. Test ADN. Vérité sur ma naissance. Photo manquante. Dehors, l'air frais de novembre me gifle le visage. Je marche sans but dans notre quartier résidentiel de banlieue, passant devant les maisons identiques avec leurs jardins parfaitement entretenus. Tout semble normal, paisible. Mais ma vie vient de basculer. De retour chez nous 2 heures plus tard, je trouve mes parents dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était. Ma mère me sourit, mais ses yeux sont rouges. « Tu rentres tard, ma chérie. Ça va? » « Oui, maman. » Le mensonge sort naturellement de mes lèvres. Comme tous les mensonges qui semblent régir cette maison depuis 28 ans. Cette nuit, quand tout le monde dort, je vais découvrir ce qu'il me cache. Quoi qu'il m'en coûte. La vérité, je la mérite enfin. 3 heures du matin. La maison dort profondément, mais moi je n'ai pas fermé l'œil. Chaque craquement du parquet me fait sursauter. Chaque respiration de mes parents dans la chambre voisine me rappelle leurs mots terrifiants. Elle nous détruira tous. Je me lève en silence, mes pieds nus glissant sur le carrelage froid. Direction le grenier. Si ma famille cache quelque chose sur ma naissance, c'est là-haut que je trouverai des réponses. C'est toujours dans les greniers qu'on range les secrets encombrants. L'échelle pliante grince légèrement quand je la déplie. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'il réveille toute la maisonnée. Là-haut, l'obscurité m'enveloppe comme un linceul. Ma lampe de téléphone éclaire faiblement les cartons poussiéreux, les vieilles malles, les objets oubliés d'une vie de famille qui me semble soudain totalement étrangère. Je commence par les cartons étiquetés. Photos famille. Bizarre. Pourquoi ranger les photos de famille au grenier plutôt que dans les albums du salon? Mes mains tremblent en soulevant le couvercle du premier carton. Des dizaines de photos s'étalent devant moi. Émilie bébé, Émilie enfant, Émilie adolescente. Mes parents jeunes, souriants, fiers. Mais où suis-je? Je fouille frénétiquement. Quelques rares photos de moi, toujours seule, jamais avec le reste de la famille. Comme si j'avais été ajoutée après coup dans leur histoire. Au fond du carton, mes doigts rencontrent quelque chose de dur. Une boîte métallique, rouillée au coin. À l'intérieur, mon monde s'effondre. Un bracelet d'hôpital jauni par le temps. Je lis l'étiquette. Bébé Moreau, né le 15 mars 19... Moreau, pas Dubois, notre nom de famille. Moreau, mes mains tremblent violemment. Sous le bracelet, des photos que je n'ai jamais vues. Ma mère, incroyablement jeune, tenant un bébé moi dans ses bras. Mais l'homme à côté d'elle n'est pas Pierre, l'homme que j'appelle papa depuis 28 ans. C'est un inconnu aux cheveux bruns, au sourire tendre,
qui me regarde comme si j'étais son trésor le plus précieux. Au dos de la photo, une écriture que je reconnais, celle de ma mère. Alexandre est notre petit miracle, mars 19. Mon vrai père s'appelle Alexandre. Je continue de fouiller, les larmes brouillant ma vue. Un carnet intime, couverture de cuir rouge usé. L'écriture de ma mère, mais d'il y a 29 ans. Les pages jaunies racontent une histoire que j'aurais préféré ne jamais connaître. 10 février 1996, je ne peux plus mentir à Pierre. Je suis enceinte d'Alexandre. 3 mois que cette liaison dure, 3 mois de bonheur interdit. Mais Alexandre ne sait pas que j'attends un enfant. Comment lui dire? Il est marié, respecté, il a déjà une famille. 15 mars 1996, Juliette est née. Mon petit ange. Pierre était à mes côtés à la maternité, il a accepté de l'élever comme sa fille pour me garder. Mais Alexandre ne saura jamais qu'il a une fille. Je vais faire croire qu'elle est prématurée, née de Pierre et moi. Personne ne doit jamais savoir. 20 mars 1996, j'ai dit à Alexandre que nous devions arrêter. Il a pleuré, moi aussi. Mais Juliette mérite une famille stable, et Pierre nous offre cette chance. Un jour peut-être, quand elle sera adulte, non. C'est trop dangereux. Ce secret, je l'emporterai dans ma tombe. Les pages se brouillent devant mes yeux. 28 ans de mensonges. 28 ans à vivre avec un père qui n'est pas mon père, à me demander pourquoi je ne lui ressemble pas, pourquoi je me sens parfois étrangère dans ma propre famille. Alexandre Moreau, mon vrai père, est-il encore vivant? A-t-il pensé à ma mère toutes ces années? Sait-il qu'il a une fille quelque part? Une fille qui grandit en se posant 1000 questions sur son identité. Je referme le carnet, mes larmes tachant les pages jaunies. Tout s'explique maintenant. La panique de mes parents à l'idée que je fasse un test ADN. Leur volonté de me chasser avant que je découvre la vérité. Leur secret pourrait effectivement les détruire. Pierre passerait pour un menteur, ma mère pour une femme adultère qui a construit sa vie sur un mensonge. Mais moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire? L'enfant du secret, celle qu'on cache, celle qu'on renie dès qu'elle pose trop de questions. Je remets tout en place soigneusement. Sauf une photo d'Alexandre et le bracelet d'hôpital. Ces preuves, je les garde. Demain soir, ils veulent me faire leur annonce solennelle. Eh bien, j'en ai une moi aussi à leur faire. En redescendant l'échelle, une certitude grandit en moi. Je vais retrouver Alexandre Moreau. Je vais découvrir qui est mon vrai père. Et peu importe si cela détruit leur petit monde de mensonges. Après tout, ils ont déjà détruit le mien. Juliette passe la journée suivante dans un état second. À la clinique, elle commet des erreurs qu'elle ne fait jamais, elle confond des dossiers, oublie de transmettre des messages, fixe le vide pendant de longues minutes. Ses collègues lui demandent si elle va bien. Elle répond oui, mais le mensonge lui brûle les lèvres comme tous ceux qu'elle a entendus dans sa vie. Le bracelet d'hôpital est caché dans son sac à main, la photo d'Alexandre dans son portefeuille. 2 petites preuves qui font trembler les fondations de son existence. Chaque fois qu'elle les touche, une vague d'émotions contradictoires la submerge, colère, tristesse, curiosité, terreur. 19 heures. Elle rentre chez elle, sachant que ce soir, tout va exploser. Ses parents l'attendent dans le salon, assis côte à côte sur le canapé beige qu'elle a toujours détesté. Émilie est là aussi, évitant son regard. L'atmosphère est lourde, solennelle comme avant l'annonce d'un décès. « Juliette, assieds-toi s'il te plaît », dit Pierre d'une voix qu'il veut douce, mais qui sonne faux. Elle reste debout. Quelque chose en elle refuse de se soumettre à cette mise en scène pathétique. Nous avons réfléchi. Commence sa mère, les yeux rougis. Tu as 28 ans maintenant, une belle carrière qui démarre, il est temps que tu prennes ton indépendance. Nous pensons qu'il serait bien que tu trouves ton propre appartement, ajoute Pierre. C'est normal à ton âge. Nous t'aiderons financièrement pour le dépôt de garantie, bien sûr. Juliette les observe. Ces gens qui l'ont élevée, nourrie, aimée à leur façon. Ces gens qui mentent avec tant de naturel qu'ils ont fini par croire leurs propres mensonges. Sa mère évite son regard, Pierre affiche un sourire crispé, Émilie tripote nerveusement son alliance. Pourquoi? Demande simplement Juliette. Comment ça? Pourquoi? S'étonne sa mère. C'est naturel, ma chérie. Tous les jeunes adultes, pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Un silence. Ils échangent des regards. Pierre se racle la gorge. Il n'y a pas d'urgence. C'est juste le bon moment. Juliette sort lentement le bracelet d'hôpital de son sac. Le plastique jauni craque légèrement entre ses doigts. 3 visages deviennent livides. Bébé Moreau, lit-elle à voix haute. Né le 15 mars. C'est curieux, non? Je pensais que mon nom était Dubois. Sa mère porte une main à sa bouche, étouffant un gémissement.
Pierre se lève d'un bond. Où as-tu trouvé ça? Dans le grenier? Avec les photos, avec le carnet. Le mot carnet agit comme une décharge électrique. Sa mère devient blanche comme un linge. Émilie ouvre des yeux horrifiés. Tu n'avais pas le droit de fouiller, s'exclame Pierre, perdant soudain toute sa fausse bienveillance. Et vous? Vous aviez le droit de me mentir pendant 28 ans? Juliette sort la photo de son portefeuille. L'homme brun aux yeux doux la regarde depuis le passé. Ses parents fixent cette image comme si elle était radioactive. Alexandre Moreau, dit-elle doucement, mon vrai père. Sa mère s'effondre en sanglots. Des pleurs déchirants, des années de culpabilité qui remontent à la surface. Pierre s'assoit lourdement, soudain vieilli de 10 ans. Juliette, murmure-t-il. Ne m'appelez plus Juliette. Ce prénom, il vient de lui, n'est-ce pas? Alexandre l'avait choisi pour sa fille. Émilie prend la parole pour la première fois, sa voix tremblante, tu es ma sœur. Peu importe le reste, tu es ma sœur. Ta demi-sœur, corrige froidement Juliette. Encore un mensonge. Le silence retombe, lourd de 28 années de non-dit. Sa mère continue de pleurer, hoquetant des excuses incohérentes. Pierre la regarde avec une expression qu'elle ne lui a jamais vue, de la peur. Une peur panique de perdre tout ce qu'il a construit. Où est-il? Demande Juliette. Qui? Balbutie sa mère. Alexandre, mon père, où est-il? Je ne sais pas. Ça fait si longtemps, vous savez? J'en suis sûre. Pierre se redresse, tentant de reprendre le contrôle. Écoute, ma petite. Je ne suis plus votre petite. Je ne vous appartiens plus. Vous avez voulu me chasser? Eh bien, c'est réussi. Mais d'abord, je veux savoir où est Alexandre Moreau. Sa mère lève enfin les yeux vers elle, le visage ravagé. Il vit à Aix-en-Provence. Il a une entreprise de construction. Mais Juliette, je t'en supplie, suppliez-vous qu'il ne découvre jamais qu'il a une fille, qu'il ne sache jamais que vous lui avez volé 28 ans de sa vie. Elle ramasse ses affaires, le bracelet et la photo bien serrés dans sa main. Je pars demain matin, pour de bon cette fois, mais pas parce que vous me chassez, parce que je vais retrouver mon vrai père. En montant dans sa chambre, elle entend sa mère qui sanglote de plus belle, et Pierre qui tente de la consoler. Émilie frappe à sa porte 1 heure plus tard, mais Juliette ne répond pas. Cette nuit-là, elle prépare sa valise en pensant à cet homme qu'elle va bientôt rencontrer, Alexandre Moreau. Son père, pour la première fois depuis des années, malgré la douleur, elle se sent enfin libre. Le TGV file vers le sud, emportant Juliette loin de sa vie d'avant. Elle a démissionné de la clinique par téléphone, vidé son compte épargne, et loué un petit studio meublé à Aix-en-Provence pour 1 mois. Ses mains tremblent encore en tenant la photo d'Alexandre. Dans quelques heures, elle sera dans la même ville que son père biologique. L'appartement qu'elle a trouvé en ligne est minuscule mais propre. Dans une rue calme du centre-ville, elle pose sa valise sur le lit étroit et sort son ordinateur portable. Il est temps de découvrir qui est vraiment Alexandre Moreau. Les recherches sur Internet révèlent une entreprise prospère, Moreau Construction, spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques. Sur le site web, elle trouve enfin une photo récente de lui. Ses cheveux ont blanchi, des rides marquent son visage, mais c'est bien l'homme de la vieille photo. Ses yeux ont gardé la même douceur. Le site indique qu'il est veuf depuis 5 ans. Sa femme s'appelait Marie. Ils avaient 2 enfants, Lucas, 32 ans, et Sophie, 29 ans, ses demi-frères et sœurs. Cette pensée lui donne le vertige. Juliette imprime l'adresse de l'entreprise et se rend sur place en tramway. Le bâtiment moderne se dresse dans une zone industrielle, avec le logo de l'entreprise gravé sur une plaque de marbre. Elle reste de l'autre côté de la rue, observant les allées et venues. Va-t-elle le voir sortir? Que lui dira-t-elle? Vous cherchez quelque chose? Elle sursaute. Un homme de son âge, brun aux yeux vifs, la regarde avec curiosité. Il porte un costume décontracté et tient un café à emporter. Non, j'admirais l'architecture du bâtiment, ment-elle maladroitement. Ah, vous êtes architecte? Il sourit. Thomas Reynaud, journaliste pour La Provence. Et vous? Juliette. Elle hésite à donner son nom de famille. Dubois, Moreau, qui est-elle vraiment? Journaliste, vous écrivez sur quoi? Thomas jette un coup d'œil vers le bâtiment Moreau Construction. Question économique, entreprise locale. En fait, je travaille sur un dossier assez délicat en ce moment. Il semble hésiter, puis se décide. Vous avez le temps pour un café? J'avoue que ça fait du bien de parler à quelqu'un d'extérieur. Dans le petit café face à l'entreprise, Thomas commande 2 expressos. Juliette l'observe discrètement. Il a l'air honnête, ouvert,
mais elle sent une tension sous sa décontraction apparente. Vous enquêtez sur Moreau Construction, demande-t-elle tentant de paraître détachée. Comment avez-vous deviné? Il rit, mais son rire sonne faux. C'est si évident, votre regard quand vous regardiez l'immeuble, comme si vous cherchiez quelque chose. Thomas la fixe avec attention. Vous êtes observatrice, c'est rare. Il boit une gorgée de café, avant de reprendre. Alexandre Moreau est un homme respecté ici. Entreprise familiale, employé fidèle, projet de prestige. Mais depuis quelques mois, j'ai des signaux d'alarme. Le cœur de Juliette s'accélère. Quel genre de signaux? Retard de paiement aux sous-traitants, projet abandonné en cours, licenciement discret. Et puis, il y a eu cette histoire avec la banque le mois dernier. Quelle histoire? Thomas hésite visiblement. Écoutez, je ne devrais pas en parler, mais Alexandre Moreau a hypothéqué sa maison personnelle pour renflouer l'entreprise. Un homme qui fait ça, c'est qu'il est au pied du mur. Juliette sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle vient de retrouver son père, et il pourrait être ruiné. Pire encore, il pourrait avoir commis des actes répréhensibles. Vous pensez qu'il y a une fraude? Je n'ai aucune preuve. Mais les chiffres ne collent pas. L'entreprise affiche des bénéfices, mais l'argent disparaît quelque part. Soit Alexandre Moreau est le plus mauvais gestionnaire de France, soit il cache quelque chose. Thomas la regarde intensément. Pourquoi toutes ces questions? Vous le connaissez? Juliette sent le piège. Elle ne peut pas révéler son lien avec Alexandre. Pas maintenant. Simple curiosité. J'aime comprendre les gens. Moi aussi. C'est pour ça que je suis journaliste. Il reste silencieux un moment. Juliette observe Alexandre Moreau qui sort de son bâtiment et monte dans une Mercedes noire. Même de loin, elle reconnaît sa démarche, quelque chose dans sa façon de bouger, qui lui rappelle ses propres gestes. Il a l'air d'un homme bien, murmure-t-elle. C'est le plus troublant, répond Thomas. Alexandre Moreau ne ressemble pas à un escroc. Il a une réputation irréprochable, il finance des œuvres caritatives, il traite bien ses employés. Mais les chiffres, eux ne mentent jamais. En quittant le café, Juliette a la tête qui tourne. Elle est venue ici chercher un père, et elle découvre peut-être un homme au bord de la chute. Pire, si Thomas a raison, Alexandre pourrait bientôt être exposé publiquement, peut-être même poursuivi en justice. Est-ce le bon moment pour se révéler à lui, ou va-t-elle simplement ajouter un problème de plus à sa vie déjà compliquée? Le soir, dans son petit studio, elle fixe la photo d'Alexandre en se posant 1000 questions. Demain, elle va tenter de l'approcher. Mais comment aborder un homme qui pourrait être son père, sans révéler immédiatement qui elle est? Et surtout, sera-t-elle capable d'aimer un père qui pourrait être un criminel? Pour la première fois depuis son arrivée, Juliette doute. Certaines vérités sont-elles trop lourdes à porter? Juliette passe la matinée à tourner autour de l'entreprise Moreau Construction, cherchant le courage d'entrer. À travers les baies vitrées, elle aperçoit Alexandre dans son bureau au téléphone, gesticulant avec animation. Même ses mains bougent comme les siennes quand elle est stressée. L'occasion se présente à l'heure du déjeuner. Alexandre sort seul de son bâtiment et se dirige vers un petit restaurant provençal. Juliette le suit à distance, le cœur battant si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. Le restaurant est bondé. Alexandre s'installe à une table près de la fenêtre, sort des documents de sa mallette et commence à les étudier en fronçant les sourcils. Juliette prend son courage à deux mains et s'approche. « Excusez-moi, toutes les tables sont occupées. Puis-je partager la vôtre ?» Alexandre lève les yeux. Pendant une seconde, une lueur étrange passe dans son regard, comme s'il la reconnaissait sans pouvoir la replacer. « Bien sûr, je vous en prie. » Il range rapidement ses papiers. De près, Juliette voit les cernes sous ses yeux, les rides de fatigue. Les révélations de Thomas sur les difficultés financières prennent soudain tout leur sens. « Vous êtes nouveau à Eck ?» demande-t-il poliment. « Nouvelle, oui. Je suis arrivé hier. Pour le travail, pour des recherches personnelles. » Alexandre commande une salade niçoise. Juliette fait de même. Elle cherche désespérément un sujet de conversation qui ne paraisse pas artificiel. « Vous travaillez dans le quartier? J'ai une entreprise de construction juste en face. » Il sourit, mais elle perçoit une tension dans sa voix. « Et vous, dans quel domaine? » Administration médicale. Enfin, j'ai eu besoin de faire une pause. Ah, le burn-out. Je comprends. Il mange en silence quelques minutes. Juliette l'observe discrètement, notant chaque détail, sa façon de tenir sa fourchette, son habitude de passer la main dans ses cheveux quand il réfléchit, son sourire qui n'atteint jamais tout à fait ses yeux. « Vous me rappelez quelqu'un ?» dit-il soudain. Le cœur de Juliette manque un battement. Vraiment?
Une personne que j'ai connue il y a longtemps. Très longtemps. Il la regarde intensément. C'est troublant, cette ressemblance. Elle vous manque, cette personne. Alexandre pose sa fourchette. Ses yeux se voilent de mélancolie. Tous les jours depuis 28 ans. 28 ans. L'âge de Juliette. Ce ne peut pas être une coïncidence. Que s'est-il passé? Elle a disparu de ma vie du jour au lendemain. Sans explication. J'ai essayé de la retrouver, mais il hausse les épaules avec amertume. Certaines personnes ne veulent pas être retrouvées. Juliette sent les larmes monter. Sa mère lui a fait croire qu'Alexandre ne s'était jamais soucié d'elle, qu'il avait accepté facilement la rupture. Mais cet homme face à elle porte encore la blessure de cette séparation. Vous l'aimiez? Plus que tout au monde. Sa voix se brise légèrement. J'aurais tout quitté pour elle. Ma femme, ma situation, tout. Mais elle ne me l'a jamais demandé. Il sort son portefeuille et en tire une photo usée. Juliette reconnaît immédiatement sa mère, âgée d'une vingtaine d'années, souriante et radieuse. « Claire », murmure-t-il, la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Juliette fixe la photo, émue aux larmes. Cet homme a gardé une photo de sa mère pendant 28 ans. Il l'aime encore. Elle était mariée? Demande-t-elle d'une voix étranglée. Oui, comme moi. C'était compliqué. Alexandre range précieusement la photo. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si les circonstances avaient été différentes. Si nous avions eu un enfant ensemble, les mots résonnent dans l'esprit de Juliette comme une révélation. Il a pensé à cette possibilité. Il s'est demandé s'il pourrait avoir un enfant de Claire. Vous n'avez jamais eu d'enfant avec elle? Non. Enfin, je ne pense pas. Il la regarde avec une expression douloureuse. Elle est partie si brutalement. Si elle avait été enceinte, elle me l'aurait dit, n'est-ce pas? Juliette sent sa gorge se serrer. Non, Alexandre. Elle ne te l'a pas dit. Elle t'a volé ta fille pendant 28 ans. Le portable d'Alexandre sonne. Il regarde l'écran et soupire. Mon fils. Excusez-moi. Il décroche. Oui, Lucas? Non, ce n'est pas encore réglé. Je sais que c'est urgent, mais, d'accord, j'arrive. Il raccroche et se tourne vers Juliette avec un sourire d'excuse. Problèmes familiaux. L'entreprise traverse une période difficile, et mes enfants s'inquiètent. Il règle l'addition malgré les protestations de Juliette. J'ai été ravie de parler avec vous. C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi apaisant. Vous avez quelque chose de spécial. Il lui tend sa carte de visite. Si vous restez quelques jours à Eck, n'hésitez pas à m'appeler. J'aimerais vous montrer les plus beaux monuments de la ville. Une fois seule, Juliette reste assise de longues minutes, la carte entre les mains. Alexandre Moreau, directeur général. Son père, cet homme doux et mélancolique qui porte encore l'amour de sa mère comme une blessure ouverte. Thomas avait raison, Alexandre ne ressemble pas à un escroc. Il ressemble à un homme brisé qui se bat pour sauver ce qui lui reste. Et maintenant, elle sait qu'il a toujours rêvé d'avoir un enfant avec Claire. Il a toujours rêvé d'elle, sans le savoir. Le plus dur reste à faire, lui révéler qu'elle existe, lui dire qu'elle est cet enfant qu'il a imaginé, et espérer que cette révélation ne le détruira pas complètement. Car elle commence à comprendre qu'Alexandre Moreau est déjà au bord du gouffre, et elle pourrait bien être la dernière poussée qui le fait basculer. 3 jours passent avant que Juliette trouve le courage d'appeler Alexandre. 3 jours à tourner en rond dans son petit studio, à regarder sa carte de visite, à répéter mentalement ce qu'elle va lui dire. Comment révèle-t-on à un homme qu'il est père? Comment détruit-on un monde en quelques mots? Elle l'appelle un jeudi matin. Sa voix au téléphone est chaleureuse, presque soulagée de l'entendre. « Juliette, j'espérais que vous appelleriez. Avez-vous eu le temps de visiter la ville? Un peu. Mais j'aimerais beaucoup cette visite guidée que vous m'aviez proposée. Parfait. Que diriez-vous de ce soir? 18 heures devant la cathédrale Saint-Sauveur. En raccrochant, Juliette se rend compte qu'elle tremble. Ce soir, elle va lui dire la vérité. Ce soir, sa vie et celle d'Alexandre vont basculer définitivement. Elle passe l'après-midi à se préparer psychologiquement. Dans son sac, elle glisse la photo de sa mère avec Alexandre et le bracelet d'hôpital. L'épreuve de son identité. L'épreuve de 28 ans de mensonge. La cathédrale Saint-Sauveur se dresse majestueusement dans la lumière dorée du couchant. Et Alexandre l'attend déjà, élégant dans sa veste de lin beige. Il sourit en la voyant, mais elle perçoit la fatigue dans ses yeux. « Vous allez bien ?» demande-t-elle. Les affaires sont compliquées en ce moment. Mais voir un visage amical fait du bien. Il commence la visite. Alexandre connaît chaque pierre, chaque histoire. Il lui raconte les légendes, les anecdotes, avec une passion communicative. Pour quelques instants, Juliette oublie pourquoi elle est là. Elle se contente d'écouter cet homme qui pourrait être, qui est son père. « Vous aimez l'histoire ?» demande-t-il alors qu'il s'arrête devant une fontaine du XVIe siècle.
J'aime comprendre d'où viennent les choses. Les gens aussi. C'est important de connaître ses origines. Il la regarde intensément. Vous savez, depuis notre déjeuner, je n'arrête pas de penser à cette ressemblance troublante. Vous ne seriez pas de la région parisienne, par hasard? Le cœur de Juliette s'emballe. Si. Pourquoi? Claire, la femme dont je vous ai parlé, elle vivait en banlieue parisienne. Il secoue la tête. Excusez-moi, c'est idiot, mais vous avez exactement ses yeux. Et sa façon de réfléchir avant de parler. Il s'assoit sur un banc face à la fontaine. Le soleil décline, baignant la place d'une lumière douce. C'est le moment ou jamais. Alexandre, elle hésite, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous écoute. Juliette sort la photo de son sac. Celle où Alexandre et sa mère souriant, avec elle bébé dans les bras. Elle l'attend sans un mot. Alexandre devient livide. Ses mains tremblent en prenant la photo. Où avez-vous eu ça? Elle était cachée dans le grenier de ma maison. Avec ça, elle lui montre le bracelet d'hôpital. Il lit l'étiquette, ses yeux s'écarquillent. Bébé Moreau, 15 mars 1996. Il lève les yeux vers elle, et dans son regard, elle voit le moment exact où la vérité le frappe de plein fouet. Non, ce n'est pas possible, je m'appelle Juliette. J'ai 28 ans. Je suis née le 15 mars 1900. Les mots sortent dans un souffle. Alexandre fixe alternativement la photo, et Juliette, comme s'il essayait de résoudre une équation impossible. Claire était enceinte. Elle ne me l'a jamais dit, elle ne voulait pas détruire votre mariage. Ni le sien. Tu es? Sa voix se brise. Tu es ma fille? Le vouvoiement disparaît naturellement. Juliette hoche la tête, les larmes aux yeux. Papa. Le mot les bouleverse tous les deux. Alexandre se lève brusquement, fait quelques pas, revient s'asseoir. Il semble en état de choc. 28 ans, j'ai une fille depuis 28 ans, et je ne le savais pas, maman vous a fait croire qu'elle rompait par choix. En réalité, elle protégeait votre secret. Et le sien. Claire? Il murmure son nom comme une prière. Comment va-t-elle? Est-elle heureuse? Elle a épousé Pierre, l'homme qui m'a élevée. Ils ont eu une autre fille, Émilie. Mais elle n'a jamais oublié. Elle garde encore vos lettres. Alexandre pleure maintenant, sans retenue. Des larmes de joie, de douleur, de regret mêlés. J'ai une fille, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant avec Claire. Et toi, tu existes, tu es là? Il la regarde comme s'il la voyait pour la première fois. Puis, timidement, il tend la main vers son visage. Tu as ses yeux, mais mon menton, et mes mains. Il prend ses mains dans les siennes. Compare la forme des doigts, la taille des paumes. 28 ans d'amour paternel refoulé explose d'un coup. Pardonne-moi, murmure-t-il. Pardonne-moi de ne pas avoir été là. Si j'avais su, vous ne pouviez pas savoir. Ils restent longtemps enlacés sur ce banc, pleurant ensemble. Les passants les regardent avec curiosité. Mais ils s'en moquent. Ils ont 28 ans de tendresse à rattraper. Mais dans l'euphorie de ces retrouvailles, Juliette pense soudain aux révélations de Thomas. Son père traverse une crise financière majeure. Ses autres enfants ne l'accepteront jamais. Et maintenant, il découvre qu'il a menti à sa famille pendant des décennies en cachant cette liaison. En lui révélant son existence, vient-elle de sauver Alexandre Moreau ou de précipiter sa chute définitive? La nuit tombe sur Aix-en-Provence, et avec elle, l'incertitude sur ce que leur apportera demain. Le lendemain matin, Juliette trouve 14 appels manqués d'Alexandre sur son téléphone. Quand elle le rappelle, sa voix tremble d'émotion. « Juliette, j'ai passé la nuit à regarder tes photos d'enfance sur Internet. J'ai retrouvé quelques articles sur tes prix scolaires. Ma fille est brillante. » Elle sourit malgré l'inquiétude qui la ronge. « Tu as cherché toute la nuit? Je n'arrivais pas à dormir. 28 ans à rattraper. Veux-tu déjeuner avec moi? J'aimerais te présenter à mes enfants. » Le cœur de Juliette se serre. « Tu crois que c'est une bonne idée? Ils doivent savoir qu'ils ont une sœur. » 2 heures plus tard, Juliette pénètre dans la villa d'Alexandre, une belle maison provençale entourée de cyprès. Dans le salon, Lucas et Sophie l'attendent. Lucas, 32 ans, lui ressemble étonnamment. Sophie, 29 ans, blonde et élégante, affiche une méfiance évidente. « Mes enfants, voici Juliette », annonce Alexandre d'une voix émue. « Votre demi-sœur ?» Le silence qui suit est glacial. Lucas se lève brusquement. « Qu'est-ce que tu racontes ? Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. » Alexandre raconte l'histoire avec une sincérité désarmante, sa liaison avec Claire, la disparition soudaine, la découverte de Juliette. Sophie devient livide. « Tu veux dire que pendant que maman était malade, tu avais une maîtresse? Ta mère était déjà distante. Notre mariage battait de l'aile depuis des années. Et maintenant cette fille,
Débarque pour réclamer quoi exactement? Siffle Sophie. Je ne réclame rien, intervient Juliette. Je voulais juste connaître mon père. Ton père? Lucas ricane amèrement. Il a déjà assez de problèmes sans qu'une inconnue vienne bouleverser sa vie. Alexandre fronce les sourcils. Quel problème? Les deux enfants échangent un regard. Sophie soupire. Papa, nous savons pour l'entreprise. Les dettes, l'hypothèque sur la maison, nous pensions te laisser du temps, mais, vous savez quoi exactement? Lucas sort des documents de sa mallette. Les comptes sont dans le rouge depuis 2 ans. Tu as caché les pertes en manipulant les bilans. C'est de la faillite frauduleuse, papa. Alexandre devient livide. Comment avez-vous eu accès à ces documents? Nous sommes tes héritiers. Nous avons le droit de protéger notre patrimoine. Votre patrimoine? La voix d'Alexandre durcit. C'est mon entreprise. Ma vie? Une vie qui va nous ruiner tous. Explose Sophie. Et maintenant, tu nous amènes cette fille en prétendant qu'elle est ta fille, comme par hasard, au moment où l'entreprise coule. Juliette se lève, blessée. Je ne savais rien des problèmes financiers avant hier. Bien sûr. Sophie se tourne vers son père. Papa, tu ne vois pas que c'est une arnaqueuse? Elle a appris tes difficultés, et elle vient jouer sur ta culpabilité. Sophie, Alexandre se dresse, furieux. Juliette est ma fille. J'en suis certain. Prouve-le, fais un test ADN. Le portable de Juliette sonne. Thomas, elle hésite à répondre, puis décroche. Juliette, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon article sur Moreau Construction paraît demain en une. Je n'ai pas pu l'arrêter. Le sang de Juliette se glace. Quel article? Sur les irrégularités financières. Le parquet va être saisi. Je suis désolée, je ne savais pas que vous le connaissiez personnellement. Alexandre la regarde avec inquiétude. Que se passe-t-il? Juliette raccroche, effondrée. Papa, il faut que tu saches quelque chose. Elle lui raconte sa rencontre avec Thomas, son enquête, l'article qui va paraître. Alexandre s'effondre dans un fauteuil. Un journaliste? Tu connaissais un journaliste qui enquête sur moi? Je ne savais pas, je l'ai rencontré par hasard. Lucas explose. Par hasard? Papa? Ouvre les yeux. Cette fille t'espionne depuis le début. Non, crie Juliette. J'ai rencontré Thomas avant de savoir qui j'étais. Menteuse? Sophie se dresse face à elle. Tu travailles avec ce journaliste pour nous détruire. Sors de cette maison. Sophie, tais-toi. Alexandre se lève péniblement. Juliette, dis-moi la vérité. Tu savais pour Thomas? Les larmes aux yeux, Juliette avoue, j'ai appris ses soupçons, oui. Mais je ne lui ai rien dit sur nous. Je ne lui ai même pas dit mon nom de famille. Mais tu ne m'as pas prévenu non plus. Le reproche dans sa voix la transperce. Elle vient de retrouver son père, et elle le perd déjà. Je ne savais pas comment te le dire. Alexandre regarde ses 3 enfants, Lucas et Sophie qui le fixent avec déception, Juliette qui pleure. En 24 heures, sa famille s'est agrandie et déchirée. Il faut que je réfléchisse, murmure-t-il. J'ai besoin d'être seule. Juliette ramasse son sac avec des gestes mécaniques. Sur le seuil, elle se retourne une dernière fois. Papa, quoi qu'il arrive, je ne regrette pas de t'avoir trouvé. Dehors, la pluie se met à tomber. Juliette marche sans but dans les rues d'Es, trempée et désespérée. Elle a voulu connaître son père, et elle a détruit sa vie. Thomas avait raison, certaines vérités sont trop lourdes à porter. Dans sa poche, son téléphone vibre. Un message d'Alexandre. Rendez-vous demain 8 h au café de la mairie. Nous devons parler. Demain, elle saura si elle a gagné un père, ou si elle l'a perdu à jamais. Juliette arrive au café de la mairie, avec 20 minutes d'avance. Elle n'a pas dormi, retournant dans sa tête 1000 façons d'expliquer à Alexandre qu'elle n'a jamais voulu lui nuire. À 8 h précises, il apparaît les traits tirés, une copie de la Provence sous le bras. L'article de Thomas fait la une. Moreau Construction, enquête sur une faillite masquée. La photo d'Alexandre accompagne le titre. En quelques heures, toute la région va connaître ses difficultés. Assieds-toi, dit-il simplement. Il commande 2 cafés en silence. Alexandre déplie le journal, lit quelques lignes, puis le referme avec un soupir résigné. C'est fini. Dans une semaine, tout sera saisi. L'entreprise, la maison, 40 ans de travail réduits à néant. Papa. Non. Il lève la main. Laisse-moi parler d'abord. Il la regarde avec une intensité douloureuse. Hier soir, Lucas et Sophie m'ont demandé de choisir. Eux ou toi. Ils pensent que tu es une aventurière qui profite de ma vulnérabilité. Le cœur de Juliette se brise. Et tu les crois?
J'ai passé la nuit à réfléchir, à analyser chaque détail de nos rencontres. Il marque une pause. Tu aurais pu me révéler tes liens avec Thomas dès le premier jour. Tu aurais pu me prévenir pour l'article. J'avais peur de te perdre avant même de t'avoir trouvé. Je sais. Sa voix s'adoucit. Parce que j'aurais fait exactement la même chose à ta place. Alexandre sort une enveloppe de sa veste. Ce matin, j'ai appelé un laboratoire privé. 2 prélèvements ADN. Si tu acceptes, nous aurons la confirmation définitive dans 48 heures. Juliette acquiesce sans hésiter. Ils se rendent ensemble au laboratoire, effectuent les prélèvements en silence. En ressortant, Alexandre semble avoir pris une décision. Juliette, je vais te demander quelque chose de très difficile. Quoi? Retourne à Paris. Ne reviens pas avant d'avoir les résultats. Mais pourquoi? Parce que dans les jours qui viennent, tout va s'effondrer. La justice, les huissiers, les journalistes, je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. Et j'ai besoin de temps pour faire accepter ton existence à Lucas et Sophie. Tu m'abandonnes? La voix de Juliette se brise. Je te protège. Il prend ses mains. Même si tu n'es pas ma fille biologiquement, tu resteras ma fille de cœur. Mais si les tests confirment ce que je sais déjà, alors rien ni personne ne pourra nous séparer. Le train pour Paris part à 14 heures. Alexandre accompagne Juliette à la gare. Sur le quai, ils s'étreignent longuement. Prends soin de toi, papa. Toi aussi, ma fille. Le voyage de retour se déroule dans un brouillard émotionnel. Juliette regarde défiler le paysage en pensant à tout ce qui s'est passé en une semaine. Elle a trouvé son père, l'a perdu, l'a retrouvé, et le père peut-être à nouveau. À Paris, la maison familiale l'accueille dans un silence glacial. Sa mère est en arrêt maladie, officiellement pour dépression. Pierre évite son regard. Seule Émilie lui adresse la parole. « Tu as vu Alexandre ?» demande sa sœur. « Oui, oui. Et, il m'a reconnu. » Mais tout se complique. Émilie la prend dans ses bras. « Je suis désolée pour la façon dont on t'a traité. Maman nous a expliqué, papa aussi. Enfin Pierre, tu comprends. Où est maman? Dans sa chambre. Elle ne sort plus depuis que tu es parti. » Juliette monte voir sa mère. Claire est allongée, les yeux dans le vague, vieillie de 10 ans en une semaine. « Maman ?» Claire sursaute, puis fond en larmes en voyant sa fille. « Juliette, tu m'en veux? » « Non maman. Je comprends pourquoi tu as fait ça. J'ai eu si peur que tu me détestes, que tu préfères Alexandre. » Juliette s'assoit sur le lit, prend sa mère dans ses bras. « Tu resteras toujours ma maman. Alexandre est mon père biologique, mais toi tu m'as élevée. Aimée, protégée, elles pleurent ensemble, 28 ans de non-dit qui se libèrent enfin. 2 jours plus tard, le laboratoire appelle. Didi de Pêche, avec des mains tremblantes. Mademoiselle Dubois, les résultats sont formels. Compatibilité parentale confirmée à 82. Monsieur Moreau est bien votre père biologique. Le même après-midi, Alexandre l'appelle. Sa voix tremble d'émotion. Ma fille, je savais que c'était toi. Je l'ai su dès le premier regard. Que va-t-il se passer maintenant? L'entreprise ferme la semaine prochaine. Mais j'ai trouvé un emploi de contremaître dans une petite société. Moins prestigieux mais honnête. Et Lucas et Sophie, ils acceptent peu à peu l'idée d'avoir une sœur. Sophie surtout. Elle a réalisé que tu n'étais pour rien dans mes problèmes financiers. Je veux revenir te voir. Pas encore. Laisse-moi d'abord reconstruire ma vie. Dans quelques mois, quand tout sera stabilisé, nous aurons tout le temps du monde. En raccrochant, Juliette sourit pour la première fois depuis des jours. Elle a un père. Il l'aime. Et malgré tous les obstacles, ils finiront par construire une vraie relation. Parfois, les plus beaux héritages ne sont pas matériels. Parfois, il suffit de savoir qu'on a sa place dans le cœur de quelqu'un pour que la vie reprenne son sens. Dans sa chambre, Juliette encadre la photo d'Alexandre et sa mère. Puis elle commence à écrire une longue lettre à son père, la première d'une correspondance qui durera le temps de leur reconstruction mutuelle. Dehors, le soleil perce enfin les nuages. Juliette ajuste le micro devant l'assemblée de jeunes adultes réunis dans la salle de conférence de son cabinet de conseil familial. 20 visages la regardent avec attention, tous portant dans leurs yeux cette même blessure qu'elle connaît si bien, celle des secrets de famille, des mensonges qui brisent les identités. La vérité fait mal, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Mais le mensonge fait mourir à petit feu. Dans le fond de la salle, Alexandre sourit discrètement. À 60 ans, il a trouvé la paix dans la simplicité. Contremaître dans une petite entreprise de rénovation,
Il gagne modestement sa vie, mais il dort enfin sereinement. Sa barbe a blanchi, mais ses yeux brillent d'une joie qu'il n'avait plus depuis des décennies. Après la conférence, père et fille marchent ensemble dans les rues de Paris. Leur rituel du jeudi soir, dîner en tête-à-tête pour rattraper 3 décennies perdues. « Comment va Sophie ?» demande Juliette. Elle vient déjeuner dimanche prochain. Avec son fiancé. Alexandre sourit. Elle veut absolument que tu sois là. Elle dit que sa grande sœur doit approuver son choix. Grande sœur? Juliette rit. J'ai 1 an de moins qu'elle. Dans son cœur, tu es l'aînée. Celle qui a eu le courage de révéler la vérité. Ils s'installent dans leur petit restaurant habituel. Celui où Alexandre avait l'habitude de déjeuner seul avant de connaître Juliette. Le serveur les connaît maintenant, sourit en voyant ce père et cette fille qui se ressemblent tant. Et Lucas? Il dirige la nouvelle entreprise que nous avons montée ensemble. Rien d'ambitieux, mais honnête. Il me dit souvent que perdre l'ancienne société était finalement une bénédiction. Juliette acquiesce. Elle comprend. Parfois, il faut tout perdre pour retrouver l'essentiel. Thomas passe te voir ce week-end? Demande Alexandre avec un sourire complice. Samedi soir, il termine son reportage sur les adoptions tardives. Leur relation avec Thomas s'est construite lentement, sur les ruines du malentendu initial. Il avait fallu du temps pour qu'il comprenne que Juliette n'était pas une espionne, et pour qu'elle lui pardonne d'avoir précipité la chute d'Alexandre. Mais l'amour véritable sait attendre et pardonner. Il va bien? Il prépare quelque chose pour dimanche, dit Juliette en rougissant légèrement. Alexandre fronce les sourcils, puis comprend. Son visage s'illumine. Il va te demander en mariage? Chut. Juliette regarde autour d'elle. Il ne sait pas que j'ai deviné. Ma fille va se marier. Alexandre a les larmes aux yeux. J'aimerais tant que Claire puisse être là. Juliette prend sa main. Elle sera là, papa. Dans mon cœur. Sa mère va mieux maintenant. La thérapie familiale a porté ses fruits. Claire a appris à vivre avec ses choix passés, à ne plus porter seule le poids de ses secrets. Elle et Alexandre se sont même revus, une fois pour boire un café et se pardonner mutuellement. Rien de romantique, juste 2 personnes qui ferment enfin un chapitre douloureux de leur vie. Pierre reste le père du quotidien, celui qui l'a élevé, qu'il appelle encore ma petite fille avec tendresse. Émilie est devenue sa confidente, sa complice. Une famille recomposée, imparfaite, mais enfin vraie. Papa, dit soudain Juliette, je veux que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel. Alexandre s'arrête de manger, ému aux larmes. Tu en es sûr, Pierre? Pierre m'a donné la vie quotidienne. Toi, tu m'as donné l'identité. J'ai besoin de mes 2 pères ce jour-là. Le lendemain matin, Juliette reçoit un appel inattendu. Une jeune femme de 23 ans, la voix tremblante. Mademoiselle Dubois, je m'appelle Céline. J'ai lu votre livre sur les secrets de famille. Je crois que mon père n'est pas mon père. Juliette sourit. Son livre, Les mensonges de sang, publié l'année précédente, raconte son histoire et aide d'autres personnes à traverser des épreuves similaires. Il se vend modestement, mais touche profondément ceux qui en ont besoin. Céline, dit-elle doucement, racontez-moi tout, nous allons affronter cette vérité ensemble. En raccrochant, Juliette regarde par la fenêtre de son cabinet. Le soleil brille sur Paris, la Seine coule paisiblement, la vie continue. Elle pense à cette jeune fille de 28 ans qui, il y a 3 ans, écoutait une conversation dans un salon et découvrait que sa vie était un mensonge. Cette fille-là n'existe plus. À sa place, il y a une femme accomplie qui aide d'autres à trouver leur chemin. Une fille qui a 2 pères et les aime tous les 2. Une femme qui va épouser l'homme qu'elle aime. Une personne qui a transformé sa douleur en force pour les autres. Le téléphone sonne à nouveau. Une autre voix, un autre secret, une autre vérité à révéler. Juliette décroche avec le sourire. Après tout, c'est ça, l'héritage véritable, non pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on transmet. Non pas les mensonges qu'on subit, mais les vérités qu'on aide à naître. Et dans le bureau de Juliette, encadré sur son bureau, la photo d'Alexandre et Claire sourit éternellement, témoin silencieux d'un amour qui a fini par créer quelque chose de beau. Une femme libre enfin réconciliée avec elle-même. La vérité a gagné, l'amour aussi.